peut-être toute la vie. N'hésite plus. Élu au 97 300. Ogo Optique, votre opticien conseil, vous présente la météo. Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle météo. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est l'heure de notre météo éclair. On commence tout de suite avec notre carte satellite. Sur l'image de ce soir, on voit encore beaucoup d'humidité sur notre territoire. Ce soir et la nuit prochaine, le temps est légèrement nuageux avec quelques gouttes possibles. Demain, le temps sec domine, mais on n'exclut pas le risque d'une ou deux averses par moment. Température prévue, comptez 32 degrés pour Maripasoula et 31 degrés pour Cayenne. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve à 19h50 pour le bulletin plus complet. Après la pub, retrouvez Kessie Weshop pour la tranche info locale et régionale. Et nous, on se retrouve juste après. C'est à toi, Kessie. Ogo Optique, votre opticien conseil, vous a présenté la météo. T'es pas chez LCL? Si. Bon, alors tu peux faire ta demande directement sur Internet, ils te répondent tout de suite. Chez LCL, la réponse pour votre prêt IMO sur Internet, c'est tout de suite avec un conseiller expert, même si vous n'êtes pas client. Essayer, c'est grandir. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 96 300 et faites de nouvelles rencontres. Envoyez Rank au 96 300 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 96 300. Aristoprod présente Karimi Weekend, la tournée des rois du compas, les 8 et 9 avril 2016 en Guyane. Karimi Weekend, c'est 2 rendez-vous explosifs avec le groupe Karimi au grand complet. Vendredi 8 avril, le concert. Un show compas sans limite de 20h à 23h au Zéphyr. Samedi 9 avril, Karimi Isolon, le grand bal. Pour danser sur les plus grands tubes du groupe de 22h à l'aube au Carrefour Paulina avec en invité Isolon et Big Time. Opération séduction pour le favori des sondages aux primaires Les Républicains, Alain Juppé. Le maire de Bordeaux compte se présenter aux élections présidentielles de 2017 et prépare le terrain. En tournée dans les Outre-mer, il s'est arrêté en Guyane. Rencontre avec ses partisans. Hommage à Félix Eboué, récit à suivre. Au palmarès des meilleurs lycées de France, je demande la Guyane. Un établissement apparaît dans le classement des meilleurs lycées de 2 quotidiens nationaux. Le lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent y est salué pour ses résultats. Enfin, c'était l'événement du week-end. L'homme aux lunettes, Gandhi Diouna alias Maître Gims, a fait salle comble au proc de Matoury. Vendredi soir, 4000 fans ont assisté à ce concert en Guyane. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre session d'information. Je vous le disais, après la visite des Outre-mer, Alain Juppé effectue un passage express jusqu'à ce soir dans le département. Une visite en préparation des primaires des Républicains, prévue au mois de novembre. À peine le pied posé sur le territoire, il a tenu une conférence devant ses partisans, entre autres. Il était ce matin sur la place des Palmistes, après une rencontre avec le maire de Cayenne, pour un dépôt de gerbes en hommage à Félix Eboué. Jonathan Lariot. Lorsque les forces armées françaises ont cédé devant l'irrépressible offensive allemande, lorsque les autorités nationales ont renoncé à poursuivre le combat et se sont abandonnés à l'ennemi, Félix Eboué a été de ceux qui, dès le 18 juin 1940, ont reconnu la légitimité du général de Gaulle.
Un hommage poignant rendu par Alain Juppé à Félix Éboué. Le maire de Bordeaux s'est rendu ce matin sur la place des Palmistes, accompagné de différents élus guyanais. Devant la statue de Félix Éboué et au son de la Marseillaise, chacun a déposé au pied du monument une gerbe, symbole de leur profond respect. Félix Éboué est un grand Français, un grand Guyanais, bien sûr. Un double exemple, d'abord un exemple de travail et de courage. Il s'est élevé par ses propres mérites. Dès juin 40, il ne s'est pas trompé. Il a vu que l'avenir, c'était le général de Gaulle et l'appel qu'il lançait à la résistance. Et donc, il s'est totalement engagé en sa qualité de gouverneur du Tchad pour ramener à la France libre le premier morceau du territoire national, si je puis dire, et l'Empire. Et de ce point de vue-là, il a joué un rôle décisif dans le sursaut de la nation. C'est à ce double titre que j'ai souhaité lui rendre hommage ce matin. Les élections auront donc lieu dans plusieurs mois, mais le maire de Bordeaux, favori des sondages pour les primaires à droite avant les présidentielles de 2017, veut rassembler un maximum. Il nous accorde d'ailleurs un entretien. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir. Vous êtes donc en Guyane jusqu'à ce soir. Quelle est la vision, quelle vision allez-vous développer pour la Guyane dans votre programme et pour les Outre-mer ? Je suis venu ici d'abord pour écouter les Guyanais, pour les rencontrer, les entendre me parler de leur territoire, de leur présent et de leur avenir. Et toutes les rencontres que j'ai eues de ce point de vue ont été très fructueuses, que ce soit avec des jeunes en formation professionnelle, avec des enseignants, avec des responsables économiques. Donc tout ceci m'a permis de bien préciser mes idées sur cette collectivité territoriale nouvelle. Vous savez que je suis très attaché aux Outre-mer, et je dis bien aux Outre-mer au pluriel, parce qu'il faut respecter leur diversité. Les situations sont évidemment très différentes, que l'on soit en Polynésie, en Guyane ou à La Réunion. Il faut adapter à la fois les structures et les politiques en fonction de cette spécificité. Ici, j'ai bien pu mesurer les difficultés du territoire, difficultés qui sont souvent parfois aussi des atouts. Je pense notamment à sa croissance démographique très rapide, avec une jeunesse de plus en plus nombreuse. C'est un atout parce que ça donne du dynamisme et de l'espoir. C'est aussi une source de grandes difficultés parce que les équipements scolaires ne sont pas au niveau où ils devraient être, parce que la formation professionnelle pose problème et parce qu'il faut donner du travail à toute cette jeunesse. J'ai vu aussi que la sécurité, la montée de la violence était une préoccupation qui se renforçait. Et puis l'immigration a du mal à être contenue, on le sait bien, aussi bien avec le Suriname qu'avec le Brésil. De notre côté, les atouts du territoire sont considérables et je suis convaincu qu'à condition de construire un plan de développement cohérent et d'avoir le soutien à la fois de Paris et de Bruxelles, la Guyane peut avoir un avenir très constructif. Je pense à tout ce qui tourne autour de l'agriculture. Ce territoire importe 80% de ce qu'il consomme, donc il y a des perspectives très importantes dans ce domaine. Je pense à la forêt, bien sûr, je pense à la mer, je pense au tourisme, qui peut se développer dans des conditions spécifiques, notamment un tourisme de curiosité et d'aventure. Et puis le BTP qui est en souffrance aujourd'hui, alors qu'il y a tant de besoins, aussi bien en ce qui concerne le logement qu'en ce qui concerne les infrastructures. Donc voilà toutes les raisons qui font que la Guyane peut avoir un bel avenir. Vous évoquiez hier lors de votre meeting les boulets au pied des entreprises. En Guyane, beaucoup ont demandé justement des aménagements spécifiques en matière de charge de travail. Si vous êtes élu à la présidence, pensez-vous pouvoir accéder à ces demandes ? Il y a sans doute des mesures spécifiques à prendre et il y a longtemps que j'ai contribué à des mesures de défiscalisation propres aux Outre-mer. Mais je pense aussi qu'il faut intégrer tout cela dans une vision d'ensemble. C'est l'économie française en général qui doit bénéficier d'un grand vent de liberté. Elle est aujourd'hui asphyxiée par des contraintes et des charges
qui la mettent en situation très défavorable du point de vue de sa compétitivité. Donc ça, c'est mon programme général que je développerai dans mon prochain ouvrage. C'est évidemment la libre négociation du temps de travail dans l'entreprise, c'est la baisse des charges, c'est la simplification et l'allègement du droit du travail. Je prends un seul exemple qui est le compte pénibilité. Toutes les entreprises, et en particulier les PME et les TPE, vous expliquent que c'est un casse-tête. Donc voilà tout ce travail de simplification qu'il faut faire et qui profitera aux entreprises de Guyane comme à l'ensemble des entreprises françaises. Autre point, Alain Juppé, depuis 2010, la Fédération guyanaise Les Républicains est en perte de vitesse. Pensez-vous que votre venue en Guyane va permettre de relancer le parti ? Je l'espère. Je sais que les élections régionales ont été un moment difficile pour les Républicains. Ils sont en train de se restructurer. Et je pense que les élections présidentielles prochaines peuvent être l'occasion d'un renouveau des Républicains. Les primaires ne sont pas des primaires des Républicains, je veux insister là-dessus, c'est des primaires de la droite et du centre, mais les Républicains y participeront, bien entendu. Vous n'êtes pas là uniquement dans l'optique de votre campagne. Je suis là, je le répète, pour construire mon projet. Si je gagne les primaires et si je suis candidat à l'élection présidentielle, je suis là aussi, bien sûr, pour mobiliser mes amis. J'en ai rencontré beaucoup. Beaucoup sont disponibles, d'ailleurs, dans différentes sensibilités de ce territoire. Ils vont s'organiser pour pouvoir, en particulier, tenir les bureaux de vote dans lesquels on pourra aller voter le 20 et le 27 novembre prochain. Et je le rappelle, on ne demandera pas la carte d'un parti. Seule la carte électorale sera requise. Alors, chez nous, vous avez rencontré les décideurs sans distinction d'appartenance politique. Est-ce une façon de montrer que vous êtes au-dessus de la mêlée d'une certaine manière ? En tout cas, je suis animé par un esprit de rassemblement. Je pense que la France va être confrontée à des défis considérables, la maîtrise de ses dépenses publiques, la relance de l'activité économique, la lutte contre le chômage. Beaucoup de pays sont arrivés à revenir au plein emploi. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie fait des progrès, pas nous. Il faut donc que nous prenions des réformes structurelles profondes et ces réformes structurelles seront d'autant mieux acceptées que nous aurons su rassembler les Français au-delà des clivages traditionnels. L'un de vos adversaires, Nicolas Sarkozy en l'occurrence, est dit favorable à la suppression de la surrémunération des fonctionnaires en Outre-mer. Cette mesure ne figure pas dans votre programme. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle n'est pas de saison aujourd'hui et qu'elle aggraverait sans doute les problèmes de ces territoires. On peut y réfléchir à long terme, bien entendu, mais je ne l'ai pas mis dans mon programme d'économie pour le prochain quinquennat. Un mot maintenant sur le point qui divise. Que pensez-vous de la loi travail ? Quel est votre regard ? Quand la loi travail a été rendue publique dans sa version initiale, j'avais indiqué qu'elle me semblait aller dans la bonne direction. Sans doute était-elle trop prudente et trop timide. Je pensais en particulier que le référendum d'entreprise était une bonne solution. Je pensais que la barémisation, pour reprendre ce terme un peu barbare, des indemnités prud'homales, c'est-à-dire la fixation d'un tarif de ce que le salarié licencié peut obtenir, allait aussi dans la bonne direction pour sécuriser le contrat de travail, et ainsi de suite. Je pensais que fixer dans la loi ce qui constitue des motifs réels et sérieux d'ajustement des effectifs permettait de donner la souplesse nécessaire au marché du travail. Malheureusement, tout ceci a été remis en cause puisque le gouvernement a été obligé de reculer devant la pression de sa propre majorité et personne ne sait ce qui va sortir de la discussion parlementaire. Voilà. Je pense que derrière tout ça, il y a d'ailleurs un vrai problème de fond qui est un problème politique, qui est une sorte de crise politique latente de la France aujourd'hui. C'est que ce gouvernement essaye de faire accepter par son électorat et par sa majorité une politique qui est exactement le contraire de ce qu'il avait promis en 2012. Eh bien ça, c'est détestable. Et mon intention, c'est, si je suis candidat en 2017, si je gagne la primaire, de dire la vérité avant l'élection présidentielle. Voilà ce que je compte faire et voilà pourquoi je vous demande mandat afin d'éviter les mauvaises surprises. Alors justement, dernière question, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous comptez faire sur la question de l'immigration en Guyane ? Ça, c'est pas la dernière question, ça nous relance pour une longue question. J'ai développé mes propositions pour l'immigration dans mon livre. Il faut distinguer plusieurs problèmes qui sont tout à fait différents. D'abord, il y a l'accueil des réfugiés. Ça n'est pas le cas ici en Guyane, mais c'est le cas en métropole, les réfugiés qui viennent en particulier du Proche-Orient. Nous avons là une tradition qui est le droit d'asile. Il faut le faire fonctionner correctement. Et aujourd'hui, il ne fonctionne pas correctement parce que les procédures sont beaucoup trop longues. Ensuite, vous avez l'immigration illégale. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté, en y mettant les moyens nécessaires. En Europe, c'est le contrôle de nos frontières externes, le contrôle de la frontière Schengen. Et ici, c'est le contrôle des frontières. On en a déjà parlé à propos du Suriname
Suriname et du Brésil. Et puis enfin, c'est l'immigration légale. J'en ai parlé à propos du regroupement familial. Et là, je préconise un vote par le Parlement chaque année d'un nombre d'étrangers que nous sommes prêts à accueillir en fonction des besoins de notre marché du travail. Voilà ce que pourrait être une politique de l'immigration cohérente et qui traite des différentes catégories de nouveaux arrivants. Merci Monsieur Juppé de nous avoir accordé cet entretien. Vous partez d'ailleurs ce soir pour la Martinique où vous poursuivez votre tournée. La semaine dernière, un palmarès des 100 meilleurs lycées de France a été réalisé par différents quotidiens. Un classement qui s'appuie sur les taux de réussite des établissements et leur plus-value. Malgré la polémique autour des indicateurs choisis, le lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent-du-Maroni figure au top 10 des palmarès de 2 quotidiens, à la 3e place sur 100 pour Aujourd'hui en France et à la 8e place pour Le Parisien. Reportage. Le lycée Lumina Sophie, classé 3e meilleur lycée public dans le palmarès du quotidien Aujourd'hui en France et 8e dans Le Parisien, l'équipe administrative et éducative semble avoir trouvé la recette pour ramener les élèves vers la réussite. Une alchimie qui respecte et prend en compte le public de ce lycée pas comme les autres. Le lycée Lumina Sophie, c'est 800 élèves cette année, dont 83% d'élèves de parents avec des CSP, des catégories socio-professionnelles défavorisées. 85% des élèves sont non francophones, c'est-à-dire que le français n'est pas leur première langue parlée. C'est une langue de scolarisation, mais ce n'est pas une langue parlée. 70% de nos élèves sont boursiers. Un pourcentage d'élèves étrangers important, Suriname, Haïti, et donc une population scolaire assez spécifique et atypique. Le travail qui est fait sur cet établissement depuis plusieurs années, bien avant que j'arrive aussi, c'est vraiment mettre en place des dispositifs pour que ces élèves-là s'en sortent et puissent avoir une orientation, obtenir leur bac pour la plupart, et avoir une orientation positive et pouvoir poursuivre des études s'ils le désirent. Ce qu'il y a aussi à Lumina Sophie, ça fait 13 ans que le lycée il existe, et ça fait 13 ans quand même qu'on est toujours en lutte pour rien lâcher et demander à chaque fois du mieux, du mieux, du mieux. Et c'est pas un lycée forcément très confortable avec ses petits bungalows, avec beaucoup de pannes d'électricité, il y a énormément de soucis. Mais les choses vont en s'améliorant, et puis on a décidé de pas se laisser abattre par les problèmes, quoi, de les prendre à corps et puis d'avancer. La recette du lycée Lumina Sophie, une équipe éducative stable, innovante et persévérante, un dialogue entre enseignants et administrateurs, un lycée plein d'humanité. C'est peut-être ça, les clés de la réussite. Dans le reste de l'actualité, rien ne va plus. À la mairie d'Irakubo, le conseil municipal devait voter ce matin le budget primitif en l'absence de Cornelis et Lali Boisblanc, en déplacement sur le fleuve, le maire donc. Comme attendu, les 6 membres de l'opposition présents ont voté contre le budget, mais le texte n'a obtenu que 6 votes pour, dont la procuration du maire, 4 membres de la majorité ayant préféré s'abstenir. Et ce n'est pas tout. Au terme de la séance, le premier adjoint aurait annoncé son souhait de démissionner. Le texte sera donc représenté ce samedi devant les conseillers municipaux qui pourront décider de rendre Irakubo ingouvernable ou de rentrer dans les rangs. Mais quelles peuvent être les conséquences? On en parle avec Patrick Lingibé qui nous a reçus. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc avocat spécialisé en droit public. Alors expliquez-nous dans quelle position se retrouve maintenant un maire s'il n'a pas pu faire voter son budget. Alors, le Code général des collectivités territoriales a prévu un dispositif qui est le suivant. Alors il faut savoir que les communes, en l'occurrence, ont jusqu'au 15 avril pour adopter leur budget. Si après le 15 avril, le budget n'est pas adopté, qu'est-ce qui se passe? Le préfet doit saisir la Chambre régionale des comptes qui doit faire des propositions d'adoption de ce budget, qui est adopté par le préfet. On ne peut pas parler en tout cas du coup de démise, on va dire, de ses fonctions pour le maire en Non, question. non, tout à fait. D'abord parce qu'un maire n'est pas démis de ses fonctions comme ça, il y a encore moins un conseil municipal, parce que la démission, on ne parle pas de démission d'un conseil municipal, parce que la démission suppose effectivement qu'il y a un acte volontaire, ça veut dire que les 3/4 ou la quasi-totalité des conseillers accepteraient de
quitter, donc de démissionner, ce qui provoquerait des élections anticipées. Non, un conseil municipal ne peut être effectivement que dissous, et ça par décret motivé du Conseil des ministres. Mais finalement, est-ce que ça s'apparente pas à une sorte de putsch politique d'une certaine manière? On voit qu'il y a 4 élus de la majorité qui s'abstiennent, 6 de l'opposition, et puis tout le monde n'est pas présent. Ces conditions sont un peu floues finalement. Alors, c'est très clair. Lorsqu'un budget n'est pas adopté, c'est un acte grave. Parce que, enfin, il veut dire par là qu'un budget, c'est l'acte, je dirais, majeur d'une mandature. En l'occurrence, à partir du moment où, effectivement, c'est outre l'acte politique fort qui est un budget, puisqu'il trace les perspectives, les orientations politiques, c'est un document qui permet de faire fonctionner les services, les services publics. Donc vous disiez, si le préfet doit saisir la Cour des comptes, qu'est-ce que la Cour des comptes peut proposer? La Chambre régionale des comptes. Pardon, la Chambre régionale des comptes, qu'est-ce qu'elle peut proposer concrètement? Alors concrètement, la Chambre régionale des comptes, puisqu'il y a eu des précédents, pas nécessairement ici, mais en fait ailleurs, notamment je pense à la commune de Noisy-le-Sec, qui effectivement a eu cette problématique. La Chambre régionale des comptes va partir de quoi? En fait, va partir du projet de budget, en l'occurrence, qui aurait dû être présenté, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La Chambre régionale des comptes a 1 mois. En 1 mois, ils ne peuvent pas façonner un budget. Donc ça veut dire qu'ils vont se fonder sur des éléments donc déjà établis par les services municipaux, le maire. L'objectif, c'est quoi? C'est d'adopter un budget qui permette de faire fonctionner en fait la collectivité. C'est pas un budget en fait d'investissement, c'est pas un budget en fait de programmation. C'est un budget qui doit servir avant tout à faire fonctionner le service public communal. Et ça veut dire que finalement le maire ne sera plus maître à bord. Alors, lorsque le préfet saisit la Chambre régionale des comptes, jusqu'à ce que le budget soit exécuté par le préfet, il faut savoir que l'organe délibérant, donc le conseil municipal, est dessaisi sur son pouvoir budgétaire. Cependant, après, effectivement, il recouvre ses prérogatives. Il peut, par exemple, par la suite, après que le budget soit exécuté, prendre des délibérations modificatives, des décisions arrêtées, en fait, qu'il aurait arrêtées au niveau du budget. Pour l'instant, pas trop d'inquiétude pour la mairie d'Irakubo. Non, alors, le dispositif a été prévu de manière à vaincre, effectivement, tout blocage, essentiellement, dans la perspective de faire fonctionner les services publics. Alors après, pour répondre à votre question, s'il devait avoir une crise majeure et qu'il n'y ait pas de démission, se posera la question effectivement de la gouvernance qui peut se poser dans n'importe quelle collectivité, puisqu'à partir du moment où effectivement un exécutif n'a plus de majorité, se pose la question effectivement de sa légitimité. Alors sur le plan juridique, elle est réglée effectivement in fine par effectivement une dissolution. Autre question maintenant, Maître Légibet. On a vu que la CTG n'a pas encore voté son budget. Il était question d'un vote avant la fin du mois de mars. Quelle est la limite autorisée justement dans le cadre de la loi? Alors, pour la CTG, la loi du 14 octobre 2015 portant sur l'adaptation du droit en Outre-mer a prévu 2 dates particulières pour la CTG et la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. C'est la date butoir, c'est le 31 mai 2016 pour l'adoption du budget primitif, et pour le compte administratif, qui est le compte de résultat, qui permet effectivement de voir qui sera le résultat de l'ancienne région et de l'ancien département, ça sera le 30 juin 2016. Donc on est dans les rangs. Ah oui, parce que le budget, en fait, souvenir, mais en fait, le budget était annoncé pour effectivement début mai. D'accord, c'est très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Maître Lingivet, pour toutes ces précisions. Restez avec nous dans quelques instants. Nous reviendrons sur la 12e conférence de coopération régionale. Un espace d'exposition de 2 jours dédié aux produits guyanais qui s'exportent était réservé. Reportage à suivre. Et puis, nous verrons le concert à guichet fermé du chanteur Maître Gims. Il était sur la scène du PROC vendredi soir. Image à découvrir dans quelques instants. C'est l'image justement qui a inquiété certains automobilistes circulant sur le tronçon à Cayenne entre le rond-point de la Crique Fouillée et le rond-point Galmo. Un drapeau noir flottant au-dessus d'une habitation et semblant évoquer en ces temps celui de Daesh. Soyez bien rassurés, le drapeau symbolise l'intégration de la communauté musulmane dans son pays d'accueil et il a été hissé hier soir sur le toit de l'association musulmane Ahmadiyya à l'occasion d'une conférence annuelle pour la paix. On écoute justement les explications de l'imam Mohamed Bacharat au micro de Mia Pierre. Vous voyez qu'il y a 2 drapeaux, le drapeau du pays, de la France, et juste à côté un drapeau noir avec un minaret au milieu et la lune pleine et
De l'autre côté, vous voyez des étoiles et la lune. Ce drapeau est le drapeau de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous commençons nos conférences chaque année dans le monde entier avec le lever des drapeaux, le drapeau du pays qui va avec le drapeau de notre communauté. La première signification de cela, de ce lever de drapeau, est que la communauté musulmane Ahmadiyya va en main avec le pays où elle est et l'intégration. Ça montre bien sûr l'intégration complète de cette communauté avec le pays et en harmonie avec le pays. Nous devons avoir un drapeau pour représenter notre communauté comme les communautés différentes du monde ont des drapeaux. Cela a été aussi pour que le fondateur lui-même avait parlé d'un drapeau qui disait que un drapeau serait là de notre communauté pour que les personnes humbles et les serviteurs de Dieu ont une reconnaissance de drapeau aussi. Revenons maintenant sur la 12e conférence de coopération régionale. C'était jeudi et vendredi dernier. Un espace d'exposition de 2 jours dédié aux produits guyanais qui s'exportent. 2 jours au cours desquels les entrepreneurs locaux ont pu présenter leurs projets et leur savoir-faire. Ils visent d'ailleurs aussi bien le marché nord-américain que le marché moyen-oriental. Xavier Paul Lepelletier. Des produits et des services guyanais à la conquête du globe. Pour la Chambre de commerce, il est primordial de permettre aux entrepreneurs locaux de pénétrer les marchés extérieurs. Une pénétration préparée grâce aux outils du pôle international de la CCI. L'accessibilité au marché extérieur va être en fonction du pays ciblé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les mêmes normes qui seront exigées pour atteindre le marché américain ou pour atteindre le marché brésilien. Le pôle international est sur la Guyane vraiment le point d'entrée pour l'entreprise guyanaise qui souhaite aller s'intéresser à l'export, aller sur l'export. Donc on va écouter l'entreprise sur ses projets et puis l'accompagner dans la définition du projet, dans la viabilité du projet, l'orienter, donc vérifier les aspects réglementaires, vérifier le potentiel du marché grâce à des outils que nous avons et un réseau de partenaires internationaux que nous avons comme le réseau des chambres de commerce françaises à l'étranger ou aussi le réseau de Business France puisque nous sommes représentants Business France en Guyane. Anciennement UbiFrance, la société Business France a pour vocation de promouvoir le dynamisme économique français. En ce qui concerne la Guyane, le schéma est assez simple. Comme vous le savez, les entreprises ici sont un peu isolées, c'est un peu difficile pour elles d'exporter. Les pays limitrophes ne sont pas des grands pays faciles d'approche, ni le Brésil en ce moment, ni le Suriname par exemple. Donc le principe c'est quoi ? C'est d'aider les entreprises à se structurer à l'export, c'est-à-dire avoir un produit qui ait un intérêt pour des pays étrangers, donc un avantage concurrentiel, avoir un staff formé à minima à l'export, avoir une plaquette, un site internet, des étiquettes en langues étrangères. Et pour permettre aux entreprises ultramarines de se faire connaître, Business France n'hésite pas à les envoyer jusqu'aux Émirats Arabes Unis. Soul Fromager, qui est une société qui travaille dans le bois et la décoration, a été accompagnée l'année dernière à Dubaï. Sur un salon qui s'appelle Index où on rencontre l'ensemble des acteurs du Proche-Orient, donc l'Égypte, le Liban, le Sultanat d'Oman, les différents pays qui occupent cette zone-là. On recherche en général dans ces zones-là ce qui est assez cher, assez beau, assez rare. Donc on correspond quand même aux critères. On est sur une filière de production qui est durable en termes de gestion forestière. Donc on correspond aussi aux attentes aujourd'hui des acteurs de l'architecture et de la décoration. Avec des marchés intérieurs et extérieurs totalement différents, Soul Fromager a fait le choix d'un modèle économique permettant à l'entreprise de développer séparément local et international. L'idée c'est qu'on a fait rentrer un sous-traitant dans notre atelier qui travaille avec nous et qui peut lui ainsi, grâce à notre outil de production, développer sa production locale et nous pouvons la développer à l'export. Donc en fait c'est un partenariat qu'on a mis en place avec l'objectif à terme de s'associer vraiment dans une seule structure. Avec une dizaine d'entreprises présentes à la conférence, aucun doute que la Guyane se développe de plus en plus vers les marchés extérieurs. Reste donc aux produits et services guyanais de s'y adapter. La Chambre de commerce vous attend. On prend la direction de la Martinique maintenant. Une navette maritime en détresse dans la baie de Fort-de-France avec une centaine de passagers à son bord. C'est le scénario retenu pour l'exercice grandeur nature organisé par la préfecture samedi matin. Il s'agissait bien sûr d'entraîner les sauveteurs et toutes les équipes de la sécurité civile en cas d'incident majeur sur les transports maritimes. Reportage Céline Chalonneau.
4 heures du matin, une navette tropicale est en perdition dans la baie de Fort-de-France. Un moteur a explosé. À son bord, 200 passagers. Il faut les évacuer rapidement. Les sapeurs-pompiers arrivent très vite. Leur première mission, éteindre l'incendie, puis organiser le transfert à terre des blessés et des rescapés valides. Plus de 30 services de la sécurité civile mobilisés, une centaine d'hommes en action au plus fort de l'exercice. Le passage d'un bateau en pleine mer vers les postes de soins sur terre est périlleux. Il faut aussi gérer certaines scènes de panique. Et certains figurants très impliqués dans leur rôle s'y croyaient vraiment. C'était vraiment stressant parce que les gens criaient vraiment, tout le monde était, il y avait du sang partout. Et ça permet vraiment de voir toutes les équipes qui sont mobilisées lors d'un accident de ce type. La prise en charge était effectivement un peu dans la réalité des choses, j'ai trouvé. Mais seulement, quand nous sommes arrivés au quai là, j'ai trouvé que les pompiers n'étaient pas trop... Bon, le bateau arrive, un bateau pris de panique. Je vois que tout le monde nous regarde arriver. Aucun incident ne ressemble à un autre. Celui-là était véritablement assez réaliste. Il était modeste. C'est un bateau avec une centaine de victimes à bord. On peut imaginer des bateaux beaucoup plus importants. Mais je crois qu'il a été une première marche importante pour nous organiser, pour nous préparer à quelque chose. Le bilan fictif de l'opération est de 2 morts et d'une dizaine de blessés, dont certains dans un état grave. Le rythme est soutenu, mais surtout réaliste. Tout a été pensé, y compris une cellule de suivi psychologique et un centre d'hébergement mis en place par la ville. C'est un exercice très instructif pour nous, parce que vous savez, Fort-de-France accueille très régulièrement de très nombreux publics. Nous travaillons énormément sur les problématiques de sécurité civile et chaque occasion est pour nous l'occasion d'améliorer nos procédures, de tester et d'améliorer notre dispositif d'accueil. Nous allons jusqu'à prévoir des lieux d'hébergement pour éventuellement des familles étrangères qui seraient concernées. Ce scénario catastrophe a été imaginé pour tester le dispositif de la chaîne d'alerte en cas d'incident majeur. L'ensemble des figurants présents à bord a été évacué du navire en détresse en moins de 2 heures. Ce matin, tout a semblé maîtrisé, y compris la coordination entre les équipes de secours. Le dernier exercice de ce type remonte à 2008. Globalement, on voit que l'ensemble de la chaîne a bien fonctionné. L'ensemble des victimes ont pu être prises en compte, notamment au moment de l'accostage, sans qu'il y ait suraccident ou aggravation du cas des victimes. Ça, c'était un des enjeux fondamentaux. Ce qui a bien fonctionné aussi, c'est cette articulation. C'est inédit entre des opérations de secours en mer et des opérations de secours en terre. En tout cas, rien que le fait de jouer un exercice comme ça fait déjà progresser tout le monde dans ce type de prise en compte d'événements. Cette mise en scène dans des conditions réelles a pour objectif principal de tester le plan Orsec à l'aide de moyens maritimes, terrestres et aériens. Un exercice devenu indispensable du fait de l'augmentation du trafic des passagers dans la baie. La phase de retour d'expérience est un enrichissement pour chaque service de secours, mais précieusement gardé par la préfecture. Et on termine ce journal chez nous avec les images du concert du week-end, celui de Maître Gims. L'artiste aux lunettes s'est produit vendredi soir sur la scène du Proct à Matoury, devant quelques 4000 fans guyanais, dans une ambiance, vous vous en doutez, survoltée. Jonathan Lariot. C'était vraiment superbe, j'ai aimé la musique et ça me faisait plaisir de le voir enfin. J'étais tout près de lui, c'était trop bien. On était chaud. Il a fait le show. Bonsoir à tous. Ça n'arrive pas souvent que des stars comme lui viennent en Guyane, donc oui, quelquefois comme ça, quelques événements comme ça, c'est bien franchement. C'est un concert de Maître Gims qui est trop génial, qui est trop génial. On s'est éclaté.
Voilà donc pour ces images signées Jonathan Lariot et Stéphanie Puglisi. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale. En 2015, le projet de développement et de rénovation urbaine a permis la réhabilitation du quartier Médan, l'aménagement des berges Olisette ainsi que la réhabilitation de la maison de quartier Brutus. Par ailleurs, des chantiers d'envergure ont démarré. L'aménagement du quartier rénovation urbaine et du secteur Mirza Médan Florali qui accueillera de nouveaux équipements. Sur ces opérations, 28 personnes en insertion ont été embauchées et la prise en charge des problèmes d'insécurité a été améliorée.